En toi existe une force qui veut grandir, une volonté silencieuse d'être plus, de mieux vivre, de te dépasser. Et cette force apparaît chaque fois que tu sens que tu pourrais faire davantage, mais qu'une chose invisible te retient. Entre ce que tu désires et ce que tu fais réellement, il existe un territoire appelé résistance. Certains l'appellent paresse, d'autres procrastination, mais le nom importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est de comprendre qu'elle n'habite pas dans le corps, mais dans l'esprit. C'est l'état mental de celui qui sait ce qu'il doit faire, mais se perd dans les excuses, les distractions et les promesses qu'il ne tient jamais. La discipline ne naît pas d'un miracle, elle naît de la répétition, de l'inconfort, de ta décision quotidienne de sortir de la zone de confort et d'entrer dans la zone de croissance. Tu possèdes ce pouvoir, celui d'agir avec conscience plutôt que par impulsion, celui de transformer l'effort en identité. Cette vidéo parle de cela, de te forcer à grandir, même lorsque ton corps réclame du repos, même lorsque ton esprit doute, même lorsque la peur tente de t'arrêter. Écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je choisis la discipline, je suis stoïcien ». Cela peut sembler simple, mais c'est ta première victoire, celle de te maîtriser toi-même. Parce que la vie commence à te respecter lorsque tu apprends à te respecter d'abord. Avant la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Laisse ton j'aime sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ce contenu pourra atteindre davantage de personnes qui ont besoin de cette transformation. Et maintenant, allons ensemble vers la première leçon. Principe 1. La haute performance commence dans l'esprit. La haute performance, c'est faire tout ce qui est possible pour atteindre un très haut niveau dans ce que vous voulez accomplir. C'est fonctionner à la limite saine de vos capacités avec direction et intention. Imaginez un moteur de grande puissance, roulant avec le frein à main serré. Il fait du bruit, consomme du carburant mais ne bouge pas. C'est ce qui se passe quand vous avez du talent et un objectif, mais que vous laissez votre énergie se disperser dans les distractions, les inquiétudes et les doutes. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est de la puissance sans direction. Abraham Maslow l'a résumé en une phrase. Ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Quand vous ne cherchez pas à donner le meilleur de vous-même, un vide naît, que le repos ne guérit pas. Car ce n'est pas la fatigue de l'action, c'est la fatigue de l'omission. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec son moi idéal, non pas un saut théâtral, mais des pas cohérents. La haute performance n'est pas une intensité qui vient et repart, c'est une continuité appliquée à ce qui compte vraiment. Comment pouvez-vous pratiquer cela dans la vie réelle? Appliquez le protocole 2-10-2, né de la règle des 2 minutes. Commencez par 2 minutes, rien de plus. Si vous devez étudier, ouvrez le livre et lisez 2 pages. Si vous devez vous entraîner, levez-vous et bougez pendant 2 minutes. Si vous voulez mieux diriger, réfléchissez pendant 2 minutes à une action concrète pour votre équipe. Ensuite, ajoutez 10 minutes de concentration chronométrée sur le même objectif. Et après, prenez 2 minutes pour noter ce que vous avez fait et quel sera le prochain pas. Ce cycle court réduit la friction, crée de la traction et maintient la direction. Si vous souhaitez arrêter après, arrêtez-vous, mais presque toujours, vous continuez parce que le cerveau ne produit pas l'action à partir de la motivation, il produit la motivation à partir de l'action. Et chaque fois que vous accomplissez un petit acte de discipline, ce n'est pas seulement l'habitude qui change, c'est la qualité de votre présence au monde. Vous commencez à exister avec plus de force, plus de direction, plus de vérité. Ce n'est pas l'intensité qui transforme, c'est la continuité. Et c'est à cet instant que votre potentiel cesse d'être une idée et devient une action. La haute performance, c'est quand l'âme et l'action travaillent dans la même direction. Ce n'est pas courir plus vite que les autres, c'est apprendre à courir dans la bonne direction. C'est faire ce qui compte, chaque jour, jusqu'à ce que cela devienne une partie de ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer le monde aujourd'hui. Vous devez simplement avancer dans la direction de votre meilleur. Et pour sceller cet engagement, transformez l'intention en action. Laissez dans les commentaires « Aujourd'hui commence ma haute performance ». Et ensuite, exécutez votre premier 2-10-2. C'est le début, simple, direct et puissant, non pas d'une promesse, mais d'une nouvelle routine de grandeur. Principe 2. Brûle le pont du confort. Toute croissance commence par un déséquilibre. Pense à une graine. Avant de fleurir, elle doit se rompre.
De l'extérieur, cela semble être une destruction. À l'intérieur, c'est une transformation. Ce qui était écorce se brise, ce qui était obscur devient espace, et ce qui était enfermé trouve une nouvelle direction. De la même façon, tu ne deviens stable qu'en acceptant d'être ébranlé. La plupart des gens confondent confort et sécurité, mais trop de confort devient stagnation. C'est comme une eau stagnante. Elle paraît calme, mais avec le temps, elle pourrit. Tu veux évoluer, mais tu continues à vouloir que tout reste pareil, la même routine, les mêmes habitudes, les mêmes pensées. Pourtant, rien de nouveau ne naît de ce qui ne change pas. Tu veux un exemple simple. Tu ne gagnes pas en résistance sans fatiguer ton corps. Tu ne développes pas le courage sans affronter la peur. Tu ne trouves pas la clarté sans traverser le chaos. Tu ne peux pas être un leader sans supporter d'abord l'inconfort d'apprendre à gérer les gens. Et personne ne devient un bon communicant sans briser la stabilité de la timidité, en se trompant, en bégayant, en affrontant le regard des autres. Sénèque a écrit « La difficulté révèle ce que l'homme est ». Il ne parlait pas de la souffrance comme d'un châtiment, mais comme d'un instrument, parce qu'à chaque fois que la vie te fait perdre ton équilibre, elle te montre où il y a encore de la place pour grandir. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Quand la douleur du changement arrive, ils préfèrent retourner dans le territoire connu, même s'il est petit. C'est la même chose qui arrive à de nombreux gagnants de loterie. Du jour au lendemain, ils reçoivent une somme capable de tout changer. Maison, routine, cercle social, identité. Mais en peu de temps, ils reviennent au même niveau financier qu'avant. Le changement est venu de l'extérieur, mais à l'intérieur, rien ne s'est transformé. La richesse soudaine exige de nouvelles habitudes, de nouvelles décisions, de nouvelles responsabilités. Et sans préparation émotionnelle, le cerveau fait ce qu'il sait faire le mieux. Il revient à son ancien point d'équilibre. C'est comme essayer de contenir un océan dans un verre. Sans structure intérieure, l'excès déborde. Selon des recherches citées par Forbes et Time Magazine, la plupart des gagnants perdent tout, parce qu'ils ne parviennent pas à soutenir le nouveau niveau émotionnellement, revenant au niveau de sécurité qu'ils connaissent, celui que l'inconscient juge supportable. Maintenir un changement ne dépend pas seulement de la volonté, mais de ce que tu peux assumer psychologiquement et émotionnellement. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens régressent. Quand l'extérieur change plus vite que l'intérieur, l'esprit ramène tout en arrière. Le manque de structure intérieure fait que même les plus grandes réussites deviennent temporaires. Ce que nous appelons stabilité peut n'être qu'une complaisance déguisée en paix, un port sûr qui ne demande aucun effort, mais qui n'engendre pas non plus de croissance. Refuser l'inconfort, c'est refuser sa propre maturation. Et tout ce que tu évites d'affronter revient déguisé, demandant une nouvelle chance d'être résolu. Ce qui ne te met pas au défi t'affaiblit. Et ce mécanisme de fuite, ce repli émotionnel, est une mort lente pour ton progrès. Tu veux vraiment t'améliorer? Alors brise l'équilibre artificiel qui te maintient stagnant. Mets-toi un peu plus au défi. Entraîne-toi jusqu'à la fatigue. Étudie jusqu'à ce que ton esprit proteste. Parle même si tu as peur. À chaque rupture, tu reconstruis une partie plus forte de toi-même. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisis chaque jour une petite instabilité volontaire. Lève-toi plus tôt, fais ce que tu évites, dis ce qui doit être dit. Commence ce que tu repousses depuis des semaines. Ces petites fractures construisent la vraie solidité, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la force intérieure. La stabilité n'est pas le point de départ, c'est le résultat de celui qui a affronté le déséquilibre et qui est resté debout. Et chaque fois que tu brises le confort, quelque chose en toi se réorganise, plus ferme, plus lucide, plus vivant. Alors, garde cette phrase comme un engagement envers toi-même. Aujourd'hui, je choisis de sortir du confort. Parce que c'est ainsi, en agissant, même avec la peur, que tu élargis ta capacité émotionnelle et que tu prépares ton esprit à soutenir des niveaux de vie plus élevés. Allons à notre leçon 3. Elle va réveiller en toi une nouvelle chance de rêver. Principe 3. Crée une vision d'avenir qui t'inspire à agir maintenant. Quand tu te sens bloqué, ce n'est presque jamais par manque de capacité, mais par manque de direction. Il n'y a pas d'énergie dans le présent lorsqu'il n'existe pas un futur qui t'inspire. L'esprit humain a besoin d'une image qui le tire vers l'avant, quelque chose qui justifie l'effort d'aujourd'hui. Sans cela, même les petits défis deviennent insupportables,
et la routine se transforme en une prison invisible. Pense-y ainsi, la motivation est comme une corde tendue entre le présent et le futur. Quand le futur disparaît de ton esprit, la corde se rompt et tu tombes dans l'ennui, la procrastination, la fatigue qui ne vient pas du corps, mais du manque de sens. C'est pour cela que tant de gens commencent avec énergie et abandonnent en chemin. Ils veulent changer de vie, mais ne savent pas exactement pourquoi. Ils disent « Je veux avoir de la discipline, je veux être productif », mais ils ne peuvent pas répondre. Pour arriver où? Sans destination claire, tout effort semble trop lourd. C'est comme gravir une montagne sans savoir ce qu'il y a au sommet. Au début, il y a de l'enthousiasme, mais bientôt vient le découragement, parce que le corps se fatigue et que l'esprit ne comprend pas la raison de continuer. C'est ce qui arrive à ceux qui commencent à s'entraîner sans but, à étudier sans objectif, ou à travailler sans une vision plus grande que le salaire du mois. Sans un pourquoi réel, la discipline meurt. La neuroscience l'explique clairement. Quand tu relies une action à un but concret, le cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la motivation. Mais quand tu agis sans but, l'esprit interprète l'effort comme une souffrance, non comme un progrès. C'est pourquoi le problème n'est pas le manque de force, mais le manque de direction émotionnelle. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment ». Et c'est cela qui définit la trajectoire de ceux qui grandissent, non la vitesse, mais la clarté du chemin. Avoir une vision d'avenir, c'est comme allumer une torche au milieu du brouillard. La route ne change pas, mais tu commences à voir où tu poses les pieds. L'effort prend un sens et le mouvement acquiert une âme. C'est pourquoi programme ton futur par des gestes concrets. Prends une feuille et décris ta journée idéale d'ici 2 ans. Comment te réveilles-tu? Où travailles-tu? Quel genre de personne es-tu devenu? Ensuite, transforme cette vision en un plan pratique. Choisis un objectif qui te défie et dont tu sois fier de marcher vers lui. La taille n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir une direction. Parce que le futur n'est pas un lieu où tu arrives, c'est un lieu que tu construis pas à pas. Et chaque fois que tu avances vers une vision, la fatigue laisse place à l'énergie, la peur à la clarté et la paresse à la discipline. Et souviens-toi, sans vision, même l'effort le plus noble se perd. Avec une vision, même l'obstacle devient une marche. Dans les commentaires, écris « Je décide de créer mon futur ». Parce que quand tu sais pourquoi, le comment finit toujours par apparaître. Principe 4. Cesse de voir l'effort comme un sacrifice. Imagine un athlète à 5 heures du matin sortant s'entraîner alors que le reste du monde dort encore. Pour celui qui regarde de l'extérieur, cela semble être un sacrifice. Pour lui, c'est une direction. Le problème, c'est que beaucoup de gens associent la discipline à la douleur, comme si s'améliorer était une forme de punition. Mais l'effort n'est pas une souffrance. Ce qui différencie l'effort du sacrifice, c'est le sens. Le sacrifice naît quand tu luttes contre quelque chose qui n'a plus de sens, un travail qui te rend malade, une routine qui ne te représente plus, un objectif qui n'est plus le tien. L'effort, au contraire, c'est quand tu avances vers ce en quoi tu crois, même fatigué, même avec peur. Sénèque disait « Personne n'est malheureux de faire ce qu'il veut, il est malheureux de faire ce qu'il ne veut pas ». Et c'est exactement là que réside la différence. L'effort a du sens, le sacrifice, non. Un pianiste qui s'exerce 8 heures par jour ne se punit pas, il se prépare. Un entrepreneur qui passe ses nuits à bâtir sa propre entreprise ne se sacrifie pas, il construit sa liberté. Ces personnes ne fuient pas la fatigue, elles choisissent le type de fatigue qui en vaut la peine. Et c'est un choix que peu ont le courage de faire, car il est plus facile de se plaindre du poids de l'effort que d'assumer le poids du choix. Mais la vérité, c'est que toute évolution exige de l'énergie, et tu ne deviens maître de ta vie que lorsque tu décides où cette énergie sera dépensée. Tu peux la dépenser à te plaindre, ou à construire, à résister ou à apprendre, à te plaindre de l'effort, ou à utiliser l'effort comme outil. La différence entre celui qui grandit et celui qui reste immobile, ce n'est pas le talent, c'est la perception. Celui qui appelle tout un sacrifice se paralyse. Celui qui comprend que l'effort est un investissement avance. Parce que lorsque tu comprends le pourquoi, le comment cesse de peser. La discipline cesse d'être une punition et devient la conséquence naturelle de celui qui sait ce qu'il veut. Il y a un moment où la constance cesse d'être une souffrance et devient une identité. Tu ne le fais pas parce que tu dois,
tu le fais parce que c'est ce que tu es devenu. Et à ce moment-là, l'effort cesse de faire mal, car il s'aligne avec qui tu es réellement. C'est pourquoi, avant d'appeler quelque chose un sacrifice, demande-toi, est-ce que cela m'approche ou m'éloigne de mon but? Si cela t'approche, c'est de la croissance. Si cela t'éloigne, c'est une prison. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec la nature, ce qui signifie agir selon ta raison et non selon les contraintes des autres. Quand le but guide, le poids se transforme en force. Ce qui fait mal cesse d'être un sacrifice lorsqu'il a du sens. La pratique stoïque de cette leçon est simple. Remplace le « je dois le faire » par « je choisis de le faire ». Le choix change le poids et la conscience change ton énergie. Supprimer le mot « sacrifice » ne revient pas à nier l'effort, mais à libérer l'effort de la souffrance. Parce que la véritable croissance ne naît pas de ce que tu endures, mais de ce que tu décides de transformer. Principe 5. Le secret pour agir sans avoir besoin de motivation. Pense à quelqu'un qui essaie de changer sa vie par la force. Il fait des promesses, fixe des objectifs, commence avec intensité. Mais au bout de quelques jours, il est épuisé, démotivé, et avec la sensation d'avoir échoué. La vérité, c'est que le problème n'est pas le manque de volonté, mais le fait d'en dépendre chaque jour comme d'un carburant infini. On ne construit pas la discipline avec des pics d'énergie, mais avec des systèmes qui réduisent la friction entre ce qu'il faut faire et le moment d'agir. Le secret n'est pas de lutter contre la paresse, mais de créer des chemins où l'action devient ton standard. La neuroscience l'explique. Chaque fois que tu répètes une action, le cerveau économise de l'énergie en créant une voie neuronale. Avec le temps, cette voie devient une route, et ce qui était difficile devient automatique. Mais le cerveau ne répète pas ce qui fait mal, il répète ce qui récompense. C'est pourquoi les habitudes nées de la culpabilité meurent dans l'épuisement. Et les habitudes qui naissent du plaisir, du sens et de la cohérence fleurissent sans résistance. Il existe 5 motivations capables de transformer l'effort en constance. Le plaisir, l'identité, le sens, le progrès et la cohérence. Plaisir. Quand tu associes l'habitude à quelque chose de bon, le cerveau comprend que cela vaut la peine de continuer. Écoute de la musique pendant que tu ranges la maison. Entraîne-toi dans un lieu qui t'inspire. Écris avec un stylo que tu aimes. Lis avec un café chaud à côté de toi. Le plaisir n'a pas besoin d'être le but, mais il doit être présent dans le processus. Le cerveau ne cherche pas ce qui est juste, il cherche ce qui est agréable, alors rends le juste agréable. Identité. Tu n'as pas besoin d'agir comme quelqu'un qui essaie, mais comme quelqu'un qui est déjà. Ne dis pas « j'essaie d'être discipliné ». Dis « je suis une personne disciplinée qui tient ses promesses ». L'esprit croit à ce que tu répètes, et le corps suit ce que l'esprit croit. La véritable transformation commence quand la répétition crée l'appartenance, quand le nouveau comportement cesse de paraître étrange et commence à te ressembler. Le troisième est le sens. Quand l'action a une signification, l'effort trouve sa direction. Tu ne lis pas pour finir le livre, tu lis pour devenir quelqu'un de plus lucide. Tu ne t'entraînes pas pour avoir un corps parfait, tu t'entraînes pour avoir de la clarté mentale, de la résistance émotionnelle et de la maîtrise de soi. Le sens est l'énergie qui relie l'habitude à l'identité. Quand le pourquoi est fort, le comment devient léger. Progrès. Célèbre les petites victoires. Le cerveau apprend mieux lorsqu'il perçoit des avancées. Chaque jour où tu accomplis le minimum, tu entraînes ton esprit à avoir confiance en toi. N'attends pas le résultat final pour te sentir bien. Sois fier du processus. Le progrès est la preuve vivante que tu passes de l'intention à l'exécution. La constance ne naît pas de la motivation, mais de la satisfaction de voir que l'effort d'hier est devenu la structure d'aujourd'hui. Et enfin, la cohérence. Aligne ce que tu penses, ressens et fais. Rien ne draine plus d'énergie que de vivre en contradiction. Quand l'habitude reflète tes valeurs, la constance cesse d'être un poids et devient une paix. Tu n'as pas besoin de te forcer quand ce que tu fais est en harmonie avec la personne que tu veux devenir. La cohérence donne du sens à la routine, et une routine pleine de sens est une forme silencieuse de liberté. Épictète disait « Rien de grand ne se crée soudainement ». Et cette phrase explique le pouvoir de l'habitude, elle transforme l'effort en nature, le mouvement en identité. La discipline, lorsqu'elle mûrit, cesse d'être une lutte contre soi-même et devient un état naturel d'ordre intérieur. La pratique stoïcienne de cette leçon est la suivante.
Réduis la taille de la tâche, mais augmente la fréquence. De petites actions répétées avec conscience construisent des résultats inébranlables. Ce n'est pas une question d'avoir envie, c'est une question de devenir le type de personne qui agit même sans envie. Et quand cela arrive, tu comprends que la discipline n'est pas une prison, c'est le pur état du contrôle de soi, c'est la liberté en avance. Écris ici dans les commentaires, aujourd'hui je choisis d'être constant. Et souviens-toi, la constance est le secret silencieux des grandes conquêtes. Elle transforme ce qui semblait impossible en inévitable. Principe 6. Tu attires ce que tu es prêt à vivre. Tout désir a un prix, et presque personne n'est prêt à le payer, celui de la préparation. Beaucoup de gens veulent le succès, mais peu sont prêts à le soutenir. Pense à quelqu'un qui souhaite prospérer financièrement, mais qui garde la mentalité de celui qui craint chaque risque. Ou à quelqu'un qui veut un amour mûr, mais qui n'a pas encore appris à communiquer, ni à gérer sa propre impatience. La personne demande le fruit, mais n'a pas encore cultivé le terrain. L'univers ne te refuse pas ce que tu veux. Il ne te donne simplement pas ce que tu n'es pas encore capable de porter. Épictète disait, « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu seras heureux. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maturité. Avant de demander plus, deviens plus. Avant de demander des résultats, développe ta structure. Tu veux un exemple simple? Beaucoup rêvent de diriger, mais ne supportent pas la contradiction. Ils veulent entreprendre, mais cherchent encore l'approbation avant de décider. Ils veulent la liberté, mais se sabotent avec des habitudes qui les maintiennent prisonniers. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es prêt à gérer. Tu veux plus de reconnaissance? Supporte le poids des critiques. Tu veux plus de liberté? Sois prêt à affronter les conséquences de tes choix. Tu veux la stabilité émotionnelle? Entraîne ton esprit à ne pas vaciller devant la moindre contrariété. C'est pour cela que tant de gens obtiennent quelque chose et le perdent ensuite. Il ne manquait pas de chance, il manquait de structure. La réussite arrive, mais l'émotionnel reste au niveau d'avant. C'est comme changer de maison et continuer à dormir par terre. Le décor change, mais le schéma reste le même. La préparation est ce qui transforme le désir en capacité réelle. Et cette préparation n'est pas théorique, elle est quotidienne, mentale, pratique. C'est l'entraînement à rester calme sous la pression, à soutenir des décisions difficiles, à faire ce qui doit être fait même sans garantie. Marc Aurèle a écrit « L'action doit toujours être guidée par la raison, non par l'émotion. » Et c'est là le point central. La vie va tester tout ce que tu dis vouloir. Elle va te présenter de petites épreuves, et chacune d'elles pose la même question. Le veux-tu vraiment ou aimes-tu seulement l'idée de cela? La pratique stoïcienne de cette leçon est claire. Vise aujourd'hui comme quelqu'un déjà à la hauteur de ce qu'il désire. N'attends pas le scénario idéal pour agir. Agis comme si tu en faisais déjà partie. La préparation précède le miracle. La phrase que tu dois te répéter est « Aujourd'hui, je deviens digne de ce que je désire. » Parce que rien n'est plus puissant qu'une personne qui a compris que l'avenir qu'elle veut se construit déjà à travers les attitudes qu'elle choisit aujourd'hui. Principe 7. Persévérance inépuisable. Comment garder le cap jusqu'à la victoire? Imagine quelqu'un essayant d'allumer un feu par un jour de vent. Il gratte l'allumette, la flamme s'éteint. Il réessaie, le vent souffle. Il essaie encore une fois, et cette fois, il protège le feu avec ses mains. Ce n'est que lorsqu'il apprend à protéger ce qui naît que le feu prend. Avec les rêves, c'est la même chose. La persévérance n'est pas de l'obstination, c'est du soin. C'est l'art de soutenir ce qui est encore fragile, jusqu'à ce que cela devienne assez fort pour brûler seul. Ce qui cause le plus d'abandon, ce n'est pas le manque de capacité, mais le manque de patience. Beaucoup veulent des résultats immédiats, et lorsqu'ils ne viennent pas, ils confondent le temps de la construction avec l'échec. Mais rien de ce qui grandit vraiment ne fleurit sans d'abord créer des racines profondes. Il est facile de planter un désir. Difficile est de continuer à arroser lorsque la terre semble encore vide. Et c'est dans ces jours-là, dans ces moments où il semble que rien ne se passe, que la plupart se perdent, car le silence de l'attente trompe. Mais la vérité, c'est que pendant que tu travailles, le temps travaille aussi. Et quand les deux s'alignent, ce qui paraissait lointain commence à bouger. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle est le chemin ». Il ne parlait pas de supporter la douleur comme un martyr,
mais d'utiliser chaque difficulté comme une partie de l'entraînement de l'âme. La persévérance ne naît pas du succès, elle naît du frottement. C'est le frottement qui polit le diamant, c'est la résistance qui renforce le muscle, c'est la lenteur qui mûrit le fruit. Et il en va de même à l'intérieur de toi. Mais il existe une erreur subtile qui détruit la persévérance, la hâte déguisée en urgence. Tu veux planter aujourd'hui et récolter demain. Tu veux commencer un projet et être reconnu en une semaine. Tu veux entraîner ton esprit et te sentir déjà éclairé. Mais la vie ne répond pas au délai. Elle répond à la profondeur de ta préparation. Le temps n'est pas un obstacle sur le chemin. Il est le sol même où la victoire prend racine. Persévérer, c'est comprendre que le processus n'existe pas pour te punir, mais pour te prouver. C'est faire confiance au fait que le retard apparent est en réalité le temps dont ton caractère a besoin pour accompagner la taille de tes rêves. Ceux qui ne le comprennent pas abandonnent non par faiblesse, mais par impatience, et échangent la croissance contre le soulagement. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il n'est pas maître de lui-même ». La persévérance, c'est cette liberté, la capacité de continuer sans dépendre de l'humeur, de la motivation ou des applaudissements. C'est la foi pratique de celui qui croit que, tôt ou tard, l'effort se transforme en résultat. Si tu veux développer cette force, alors cesse de regarder ce qui manque et commence à voir combien de chemins tu as déjà parcouru. L'esprit abandonne lorsqu'il regarde la distance. Le cœur continue lorsqu'il se souvient du but. À chaque pas, le cerveau apprend que tu es quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Mais il se passe quelque chose de plus profond. Ta perception de l'effort change. La fatigue cesse d'être une ennemie et devient un signe de croissance. La neuroscience montre qu'à chaque fois que tu traverses une difficulté sans abandonner, le cerveau réajuste ton niveau de tolérance à la frustration. Et c'est là l'une des plus grandes formes de pouvoir humain. Non pas éliminer les défis, mais élargir ta capacité à les supporter. Plus tu supportes sans te briser, plus tu gagnes d'espace intérieur pour grandir. La patience cesse alors d'être une attente passive et devient une sagesse active, la capacité de continuer à semer même sans voir germer. C'est ainsi que la persévérance cesse d'être une vertu théorique et devient un état naturel de maturité. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisis un objectif et engage-toi à le poursuivre assez longtemps pour traverser l'ennui. Car c'est là, dans l'ennui, que la plupart s'arrêtent, et c'est là que le véritable progrès commence. Persévérer, ce n'est pas ne jamais douter. C'est continuer même quand tu doutes. C'est choisir de faire un peu plus confiance que tu n'as peur, d'agir un peu plus que tu ne te plains, d'essayer un peu plus que tu ne crois pouvoir. Et, à la fin, comprendre que le temps n'a jamais été ton adversaire, il a toujours été ton allié le plus patient. La persévérance n'est pas la force qui crie victoire, c'est la voix sereine qui dit « Je ne suis pas encore arrivé, mais je ne me suis pas arrêté ». La patience est le sol où tout ce qui a de la valeur mûrit, les relations, la sagesse, les résultats et même la paix intérieure. Celui qui apprend à attendre avec un but ne perd pas de temps. Il construit les fondations d'une vie qui dure. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Certaines prisons n'ont pas de barreaux, elles vivent à l'intérieur de l'esprit, et chaque jour elles limitent ce que tu oses essayer, dire et décider. C'est cette appréhension avant de prendre position, le doute avant de faire un pas important, la peur de se tromper, d'être jugé, de perdre. Pendant que tu obéis à chaque insécurité, ta vie passe devant tes yeux sans que tu avances. Les rêves deviennent des excuses, les projets deviennent des reports. Et le potentiel que tu sens en toi est peu à peu étouffé par la frustration. Les stoïciens enseignaient déjà quelque chose de puissant. L'esprit doit être entraîné, comme on entraîne le corps. Quand tu n'apprends pas à faire face à la peur, elle commence à choisir à ta place. Mais quand tu apprends à la traverser, tu te libères vraiment. Un seul pas brise l'insécurité et te met sur le chemin de la confiance et de la progression. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à répondre à la peur d'une manière différente, pas avec impulsivité, ni en essayant de l'ignorer, mais avec une discipline mentale appliquée à la vie réelle, au travail, aux décisions et aux situations du quotidien. Parce que l'insécurité ne définit pas qui tu es, elle apparaît seulement quand tu t'éloignes de l'action. Et au moment où tu commences à agir,
ton attitude change, ta solidité grandit. Celui qui vainc sa peur intérieure ne vit plus de la même façon. Il ne reste pas paralysé, il ne laisse pas les opportunités s'échapper, et il n'accepte plus que la peur commande sa propre vie. Toi aussi, tu peux vivre ainsi, pas en faisant semblant d'avoir du courage, mais en construisant une vraie force mentale. Alors retiens bien ceci, n'attends pas que la peur disparaisse. Traverse-la, ne recule pas, prends position, et arrête de mettre ta vie en pause en attendant de te sentir prêt. Commençons. Méthode 1. Arrête d'essayer d'être parfait. Tu as déjà eu une idée brillante, une opportunité en or, ou une vraie envie de commencer quelque chose de nouveau, mais tu t'es bloqué. C'est à ce moment-là que l'esprit commence à crier. Et si ça ne marche pas? Ils vont se moquer de moi? Et si je me trompe dès le début? Et avant même le premier pas, tu as déjà abandonné. Pas parce que tu n'en étais pas capable, mais parce que tu as cru que tu devais faire parfaitement. Essayer d'être parfait ressemble à de la force, mais en pratique, c'est le plus grand des blocages. Le perfectionnisme est une cage très bien déguisée. À l'extérieur, ça ressemble à de l'exigence. À l'intérieur, c'est la peur qui te demande de ne pas bouger. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection. Épictète posait une question beaucoup plus honnête. As-tu progressé? Parce que la perfection paralyse. Le progrès libère. Quand tu crois que tu ne peux agir que lorsque tu te sentiras prêt, confiant et impeccable, tu repousses ta propre vie. Et cette attente d'un moment idéal qui n'arrive jamais vole peu à peu ton temps, ton énergie et ta confiance. L'esprit commence à peser. Je devrais aller mieux. Je dois faire les choses correctement. Je dois assurer. Comme s'il existait un manuel invisible, exigeant que tu sois toujours fort, toujours calme, toujours dans le juste. Mais personne ne vit comme ça. Et personne n'a jamais vécu comme ça. Sénèque disait quelque chose de très direct. Celui qui se préoccupe trop de vivre mieux finit par ne pas vivre. Pense au domaine de ta vie où cela se produit sans que tu t'en rendes compte. Dans la santé, tu ne commences pas à prendre soin de toi parce que tu crois qu'il te faut les bonnes chaussures, t'inscrire dans la salle de sport la plus fréquentée, avoir la routine parfaite, t'entraîner 6 fois par semaine. Pendant ce temps, une simple marche, 3 exercices à la maison ou 15 minutes de mouvement changerait déjà ta journée. Mais tu ne le fais pas, parce que ça ne semble pas suffisant. Dans la vie financière, tu n'organises pas les bases, parce que tu crois ne pas encore en savoir assez. Tu ne comprends pas tout sur les investissements, les intérêts, les fonds. Alors tu préfères ne rien toucher. Et le résultat est de rester au même endroit, non par manque de capacité, mais par peur de commencer imparfaitement. Dans les relations, tu avales ce que tu ressens parce que tu as peur de ne pas le dire de la bonne manière, de créer un conflit, de paraître excessif. Et en essayant trop de bien faire, tu finis par te taire. Et pendant que tu essaies d'être impeccable, la vie passe. Le but principal du stoïcisme n'est pas d'être parfait, c'est d'être libre. Libre de la peur de se tromper. Libre des attentes des autres. Libre du besoin de prouver quelque chose. Tu n'es pas ici pour jouer une version idéalisée de toi-même. Tu es ici pour vivre, apprendre et grandir, même en tremblant. Alors respire. Regarde-toi avec un peu plus d'honnêteté et demande-toi, est-ce que je cherche le progrès ou est-ce que j'essaie de paraître impeccable? Si c'est le progrès, continue. Même en trébuchant. Même en te trompant. Même loin de l'idéal. Parce que c'est cela qui construit une vraie confiance. Avoir confiance en soi, ce n'est pas croire que l'on va toujours réussir. C'est savoir que, même en échouant, on ne s'abandonne pas. C'est savoir qu'on essaie encore. C'est sentir que l'on peut compter sur soi dans les moments difficiles. Quand tu construis ce type de confiance en toi, quelque chose change. Tu t'expliques moins. Tu avances avec plus de calme. Et tu arrêtes de dépendre autant de l'approbation des autres. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple et directe. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, de la manière dont tu peux, puis améliore. Et chaque fois que la peur de l'imperfection essaiera de t'arrêter, rappelle-toi ceci. Le fait vaut plus que le parfait. Parce que chaque action imparfaite que tu as le courage de faire envoie un message puissant à ton esprit. Je peux me faire confiance. Et vivre en se faisant confiance vaut plus que n'importe quelle apparence de perfection. Méthode 2. C'est toi contre toi.